Je me suis redressée d'un bond dans mon lit, la sueur froide trempait ma chemise de nuit, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. La douleur brûlante de mon cou déchiré semblait persister dans chaque nerf. Les mains tremblantes, j'ai touché mon cou, la peau était lisse et intacte, pas de blessure, mais le souvenir d'avoir été déchiquetée par des zombies, l'agonie d'être dévorée vivante était encore si réelle. J'ai regardé autour de moi la photo de mariage sur la table de nuit, c'est notre ancien appartement. L'ancien appartement où Antoine et moi avons commencé notre mariage. Pas cette cage d'escalier infernale, pas les ruines infestées de zombies, le matelas à côté de moi s'est affaissé, Antoine s'est réveillé presque en même temps, le visage blanc comme un linge. D'abord il a fixé ses propres mains incrédules, puis il s'est tourné brusquement vers moi. Nous. Sa voix était rauque à un point inimaginable, chaque mot tremblait. N'avons-nous pas déjà? Mort? J'ai fini les mots qu'il n'osait pas dire, mort juste devant notre porte, enfermé dehors par ta chère mère et la famille de ton frère, et donné en pâture aux zombies. Ces images ont envahi mon esprit sans que je puisse les contrôler. Le 3e jour de l'apocalypse, Marthe est venue avec Théo, leur famille de 3, couverte de sang, est venue nous demander de l'aide. Nous avons cédé et ouvert la porte, sans savoir que c'était comme inviter le loup dans la bergerie. Notre nourriture a été confisquée, et nous avons dû vivre comme des mendiants, marchant sur des œufs autour d'eux. À la fin, quand tout a été épuisé, les mots froids de Marthe résonnaient encore à mes oreilles. Tu es l'aîné, tu dois prendre tes responsabilités, notre nourriture ne peut nourrir que la famille de ton frère, alors vous deux, sortez et débrouillez-vous. La porte s'est refermée dans nos cris désespérés, même en frappant de toutes nos forces, cette porte ne s'est jamais rouverte. Antoine m'a serré fort contre lui jusqu'au bout, utilisant son corps pour me gagner quelques secondes. Antoine, j'ai tourné la tête, j'ai regardé droit dans ses yeux, ma voix plus froide et plus déterminée que jamais. Si dans cette vie tu choisis encore ta grande famille, on divorce tout de suite. Moi, Célia, je ne me ferai plus tuer par ta famille. Les yeux d'Antoine sont devenus rouges instantanément, et il a attrapé ma main. Plus jamais, jamais plus. Il a eu la voix étranglée. Sa voix était pleine de douleur et de prise de conscience. Dans notre vie passée, j'étais un tel idiot. Je pensais que les liens du sang pouvaient acheter la conscience, mais quand ils m'ont poussé dehors pour mourir, ont-ils jamais pensé que j'étais leur propre fils et frère? Cette vie... Il a levé les yeux. Ses yeux avaient une détermination et une cruauté que je n'avais jamais vues. Je n'ai que toi. Rien que cette petite famille, je leur ferai payer 100 fois. J'ai serré sa main en retour. Ressentir ce contact réel et chaud. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet. La date claire sur l'écran m'a coupé le souffle. 20 octobre 2035, sept 15. Exactement 8 jours avant l'apocalypse du 28 octobre, 8 jours. Je vais utiliser ces 8 jours pour construire une forteresse assez solide pour nous permettre de survivre. Et je regarderai ces soi-disant membres de la famille marcher pas à pas vers la tombe qu'ils se sont creusés. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à me calmer. Antoine, nos économies, plus les plafonds de toutes nos cartes de crédit et prêts en ligne, combien peut-on réunir? Environ 5000 €. Il a fait le calcul rapidement. Pas assez. Loin de là. Il faut stocker au moins 2 ans de provisions pour 4 personnes. Il faut renforcer la pièce sécurisée. Il faut des armes, des médicaments, et de l'énergie, on n'a pas assez d'argent. Alors on trouvera un moyen. 4 personnes? Oui, et mes parents. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts tremblaient d'excitation et d'urgence. Il faut que je les fasse venir ici tout de suite. Dans la vie d'avant, je n'ai même pas pu les voir une dernière fois. L'appel a abouti. Au moment où j'ai entendu la voix familière de ma mère, les larmes ont presque coulé de mes yeux. J'ai étouffé mes sanglots. D'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion, je leur ai dit de faire leur bagage immédiatement et de prendre le premier train à grande vitesse aujourd'hui pour venir ici. Célia, qu'est-ce qui se passe vraiment? La voix anxieuse de mon père est parvenue. Papa, maman, je ne peux pas expliquer maintenant. Mais faites-moi confiance, juste cette fois. Venez aussi vite que possible. Ce monde est sur le point de changer. J'ai raccroché. J'ai réservé les billets. J'ai ressenti une vague de faiblesse, un mélange de peur et de soulagement. Dieu merci, il n'est pas trop tard. Notre ancien appartement n'est plus sûr. J'ai rapidement organisé mes idées. Ta mère et eux connaissent cet endroit. Après l'apocalypse, cet endroit sera forcément une cible. On ira chez mes parents en banlieue. Celui des jardins de la Clairière. L'appartement du dernier étage avec une terrasse. C'est isolé, peu d'occupants, et ta mère et eux ne le connaissent pas. Antoine n'a pas hésité. Je démissionne tout de suite. Moi aussi. On n'a pas le temps d'hésiter. Pas de temps non plus pour l'assentiment. Chaque seconde est précieuse maintenant. Dans la vie d'avant, nous sommes morts par bonté et naïveté. Dans cette vie, nous luttons pour survivre. Vivre pour se venger. Compte à rebours de l'apocalypse commence maintenant. J'ai envoyé ma lettre de démission en ligne. Bloqué le numéro de mon supérieur. Antoine et moi n'avons pas perdu une seconde. Les perspectives de carrière ne comptent plus quand la survie est en jeu. Ensuite, nous sommes allés à la banque. Retirer tous nos dépôts à terme et demander le crédit maximum. Puis toutes les plateformes de prêt en ligne, et on a emprunté comme des fous, chaque centime possible. La peur d'une dette énorme n'était rien comparée à la peur des zombies et de la famine. L'après-midi, on s'est présenté au jardin de la Clairière.
On a dit qu'on emménageait et qu'on voulait une rénovation complète, on a eu les clés du gérant immobilier sans problème. On a aussi glissé des cadeaux en espèces aux voisins du dessus et du dessous, en disant qu'on ferait peu de bruit pendant les travaux. Cette excuse deviendrait la couverture parfaite pour l'énorme flux de fournitures à l'avenir. La première vague d'achats a commencé en ligne. Huile de cuisson, riz, farine, conserves, biscuits compressés, viande sous vide, tous les produits non périssables, j'ai calculé par carton et par tonne. L'adresse de livraison était ici. Le destinataire était uniformément le département des achats de rénovation. En même temps, j'ai contacté plusieurs entreprises d'eau en bouteille et commandé assez d'eau purifiée pour remplir une petite pièce. Le soir, mes parents sont arrivés avec leurs bagages, l'air fatigué du voyage et complètement perdu. Quand ils ont entendu parler de l'épidémie de zombies de notre vie passée, de l'arrivée de la famille de ma belle-mère, et de nous qui nous faisions virer toute l'histoire pitoyable, ma mère a failli s'évanouir. Mon père, lui, était furieux et voulait confronter mes beaux-parents immédiatement. Papa, à quoi bon y aller maintenant? Je l'ai attrapé et retenu. Les tabasser? Ensuite on se fait arrêter, et 8 jours plus tard on crève dans une cellule, mon père s'est figé, il a vu la détermination inébranlable dans mes yeux, puis le regard lourd et honteux d'Antoine. Finalement, il s'est effondré. Maman a séché ses larmes et m'a attrapé la main. Célia, dis-nous juste quoi faire. À ce moment-là, nous étions tous dans le même bateau. Nous avons rapidement réparti les tâches. Mon père, avec son expérience d'ancien ouvrier du bâtiment, s'est chargé de renforcer et de fortifier la maison. Ma mère, méticuleuse, s'occupait d'acheter les produits de première nécessité, les médicaments et les graines. Antoine et moi avons pris le travail le plus dangereux et le plus important, obtenir des fournitures et des armes. Dans l'apocalypse, le plus effrayant, ce sont les gens. 6 jours avant l'apocalypse, on entassait les provisions comme des fous. On brûlait l'argent à toute vitesse. Mon père a conduit un pick-up de location et a ramené la première cargaison de barres d'acier et de ciment, des plaques d'acier anti-souffle et un épais isolant phonique. Son plan était audacieux mais réfléchi. Il allait relier notre appartement, le 3601, au suivant qu'on venait de louer, le 3602. On installerait un passage secret à l'intérieur, tout en gardant l'apparence de 2 logements distincts. C'était notre issue de secours. Antoine et moi, on a fait tous les magasins de la ville, poussant des caddies remplis à ras-bord. Sans un mot, on a vidé les rayons de conserves, d'épices et de plats instantanés. À la caisse, la caissière nous a regardé bizarrement, mais on a dit que c'était pour un grand séminaire d'entreprise, et voilà. Chaque fois qu'on montait les provisions, on faisait attention à y aller quand il y avait peu de monde, et on se plaignait aux voisins des travaux. Maman était extrêmement minutieuse. Sa liste comprenait pas seulement des packs de PQ, serviettes hygiéniques, dentifrice et savon, mais aussi des médicaments pour les maux courants, et même des outils dentaires et des kits de suture. Elle a aussi fait tous les jardineries, achetant des tonnes de graines et de terreau. La terrasse sur le toit allait être notre future ferme. En seulement 3 jours, l'appartement, vide avant, était rempli à craquer. Nourriture, eau, médicaments, outils, tout était classé par catégorie, bien rangé et organisé. Mon père travaillait sans arrêt. Le mur porteur entre les 2 appartements a été intelligemment ouvert, avec une porte cachée installée. Toutes les fenêtres ont reçu des plaques d'acier coulissantes à l'intérieur. L'après-midi, je suis retournée seule à l'ancien appartement. Dans les coins cachés du salon, de la cuisine et de la chambre principale, j'ai installé 3 mini-caméras, connectées à une appli pour vérifier en temps réel. Le frigo était rempli de denrées périssables, légumes frais, fruits, lait et viande. La famille de ma belle-mère voulait toujours qu'Antoine et moi dépensions. Ils n'achetaient jamais rien de plus. Et la nourriture que je leur ai laissée ne tiendrait pas plus de quelques jours. Mangez bien, dis-je à la pièce vide. C'est le dernier bon repas que vous aurez. Sur le chemin du retour de ma dernière grande mission de ravitaillement, j'ai été arrêtée par une voisine bavarde dans le quartier. Oh, Célia. Tu ouvres un supermarché ou quoi? Combien de voyages as-tu fait? Quelques autres résidents me regardaient. J'ai forcé un sourire impuissant et blessé. Madame Dubois, ne m'en parlez pas. Ma belle-mère et la famille de mon beau-frère ont insisté pour venir. Du coup, il y a plusieurs personnes de plus qui vivent ici. Il faut faire des stocks, non? Vous savez, la famille de mon beau-frère mange énormément. J'ai soupiré d'un air malin, détournant avec succès le regard compatissant et entendu de la voisine vers ses fameux parents. Ce mensonge s'est rapidement répandu dans le quartier. La façon dont les gens nous regardaient transporter les provisions est passée de la curiosité à la sympathie, et même à une petite satisfaction suffisante, comme s'ils pouvaient déjà voir la scène tragique de nous en train d'être pompés à sec par ses parents parasites. C'était exactement ce que je voulais. Comme si j'allais vraiment leur laisser tout ça. Antoine et moi avions déjà prévu que, tard dans la nuit, nous déplacerions secrètement les provisions vers la maison de banlieue. Maintenant, ils ne sont peu, être que curieux, mais quand l'apocalypse arrivera, ce genre d'attention apportera un désastre imprévu. Dans l'apocalypse, le cœur des gens est la chose la plus effrayante. En pensant à cela, je ne pouvais m'empêcher d'anticiper de voir ma belle-mère et la famille de ma belle-sœur faire face à la colère des voisins. Quelle scène ce sera à l'avenir? Jour 4 avant l'apocalypse, notre mission de ravitaillement entrait dans sa phase finale, et la plus folle.
Antoine a obtenu quelques arcs à poulie grâce à ses contacts, un tas de flèches, et quelques armes blanches. Mon père a eu un petit générateur à essence, des kits de panneaux solaires, et quelques gros bidons de précieux carburant. Ma mère a même eu des poules et des lapins vivants, et les a gardés dans des cages sur le balcon. Mon père a montré les dernières améliorations. La porte de l'escalier vers le toit a été soudée, l'escalier de secours avait des cales de porte supplémentaires installées, et à l'entrée principale, avec des briques et du ciment, ils ont construit un petit mur simple mais solide. La forteresse était prête. Nous avons fait l'inventaire de toutes les provisions. La nourriture pourrait durer 2 ans pour 4 personnes si on rationnait. L'eau était abondante avec la récupération d'eau de pluie en réserve, et les médicaments étaient prêts. Nous avions des conserves, l'énergie était diversifiée, et les défenses étaient solides. En voyant la pièce remplie de provisions, j'ai enfin ressenti un peu de soulagement. Je vérifiais les écrans tous les jours pour surveiller l'ancien appartement. L'après-midi du 23 octobre, comme prévu, Marthe est arrivée avec Théo et sa famille. Ils ont frappé à la porte pendant des heures, mais personne n'a répondu. Finalement, Théo a utilisé des outils, aucune idée d'où il les a eus, et a crocheté la serrure. C'était déjà arrivé dans notre vie passée, mais à l'époque, Antoine et moi étions à la maison, et nous ne les avons pas laissés entrer. Sur l'écran, Marthe s'est mise à crier dès qu'elle est entrée. Et, Antoine? Où diable êtes-vous? Léa tenait Tom, l'air dégoûté par le salon en désordre. Quel culot. Théo a renversé la poubelle d'un coup de pied. Maman, tu n'avais pas dit qu'Antoine avait dit qu'on pouvait rester? Comment j'aurais pu savoir qu'ils auraient vraiment le cran? La voix de Marthe s'est éteinte, mais ensuite elle a repris son air arrogant. C'est bon, de toute façon ils ne sont pas là, cette maison est à nous maintenant. Le petit-fils de mamie aura la grande chambre. En voyant ça, j'ai éteint le moniteur, le visage impassible. Allez-y, continuez comme ça, quand l'apocalypse arrivera, on verra combien de temps vous pourrez rester arrogant. Bientôt, ce fut le jour de l'apocalypse. Dans notre vie passée, le 28 octobre 2035, à 18h35, le jour où l'apocalypse a frappé, ma belle-mère a appelé. Elle a dit qu'il viendrait chez nous dans quelques jours. Elle m'a dit de tout préparer. À cause de cela, Antoine et moi nous sommes disputés. Donc aucun de nous n'est parti à temps. Plus tard, le 3e jour de l'apocalypse, ma belle-mère et mon beau-frère, leur famille de 3 personnes est venue dans notre résidence. Théo tenait une hache, d'on ne sait où, couvert de sang. Je n'ai pas pu le supporter, alors j'ai ouvert la porte, et je les ai laissés entrer. Jamais je n'aurais cru laisser entrer un loup dans la maison. Cette fois, je veux voir, sans nous, comment ils se débrouilleront. En ce moment, toute notre famille est rassemblée au télescope, regardant la ville dehors qui fonctionne encore normalement. Ma mère s'inquiète de savoir si l'apocalypse viendra vraiment. Soudain, une série de violents crashs est venue de la route principale, suivie de cris de frein et de hurlements. À travers le télescope à haute puissance, j'ai vu un homme agir de façon erratique et sauter sur un piéton. Le sang a éclaboussé un rouge aveuglant. Des gens terrifiés fuyaient comme des mouches sans tête. Les voitures se sont écrasées, hors de contrôle. De la fumée noire s'élevait partout. Des pleurs et des jurons, même à cette distance, perçaient le verre jusqu'à nos oreilles. C'est vraiment là. Ma mère a couvert sa bouche, son corps tremblant légèrement. Mon père a serré ses épaules fort, le visage livide. Antoine a pris ma main froide. À la télé, la voix d'un présentateur de Flash Info s'est fait entendre, essayant de paraître calme mais incapable de cacher le tremblement, exhortant les citoyens à rentrer immédiatement chez eux, verrouiller portes et fenêtres, et attendre les instructions du gouvernement. L'écran de télé s'est vite transformé en neige. Internet a commencé à ramer. Sur les réseaux sociaux et les groupes de discussion, c'était inondé de vidéos sanglantes et d'appels à l'aide désespérés. À cet instant, le téléphone d'Antoine a sonné. Le nom qui clignotait à l'écran était « Maman ». Et il l'a regardé, son regard complexe, avec une douleur persistante et une haine encore plus froide. Il a mis le haut-parleur. Le cri terrifié de ma belle-mère déchira l'air. Antoine, où êtes-vous? Revenez. Les rues sont pleines de tarés. Il n'y a plus rien à manger à la maison. Va acheter du riz et de la farine, tout de suite. Beaucoup. Même quand l'apocalypse arrive, il ne pense qu'à prendre de nous. Antoine resta silencieux quelques secondes. Sa voix était étrangement calme. Maman, je suis dehors, je ne peux pas rentrer. Il y a des monstres qui dévorent les gens. Et tu veux que j'aille au supermarché maintenant? Je me fiche que tu sois l'aîné. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu veux affamer ta propre mère et ton neveu? Ma belle-mère hurlait, complètement déraisonnable. Antoine me jeta un dernier regard. Il parla dans le téléphone, en articulant chaque mot. Maman, dans notre vie passée, tu as dit exactement la même chose. Tu es l'aîné. Dois prendre tes responsabilités. Puis tu nous as enfermés dehors, Célia et moi. Silence de mort à l'autre bout. Puis, quelques secondes plus tard, des insultes encore plus frénétiques. Antoine raccrocha. Il sortit la carte SIM. La cassa en deux et la jeta à la poubelle. Je serrai la main d'Antoine. Il m'attira dans ses bras. Il enfouit son visage dans mon cou un moment. Et fit comme si de rien n'était. Mais ses yeux étaient un peu rouges. Je savais qu'il souffrait plus que moi. Dans notre vie passée, sa propre mère et son frère cadet l'ont brutalement mis dehors, et il a été dévoré vivant par les zombies.
Maintenant, ma belle-mère n'a pas le droit de blâmer Antoine. Ces jours-ci, les cris et les coups de feu occasionnels dans le quartier rappellent à tout le monde que ce n'est pas un exercice. Mon attention était sur la surveillance de notre ancien appartement. Les premiers jours, la famille de ma belle-mère gaspillait encore la nourriture. Bientôt le frigo fut vide, le garde-manger était dévasté. Les disputes devinrent leur quotidien. Ma belle-mère se plaignait que son fils et sa belle-fille mangeaient trop. Ma belle-sœur accusait ma belle-mère d'être inutile. Mon beau-frère était comme un tyran, aboyant des ordres à sa mère et sa femme. Leur fils gâté, ne recevant ni goûter ni jouet, pleurait et criait toute la journée. Ma belle-mère se voûtait un peu plus chaque jour. Les yeux de ma belle-sœur étaient venimeux. Mon beau-frère était comme une bête en cage, arpentant la pièce, ses yeux balayant de temps en temps sa femme et son enfant, avec une expression glaçante. Je sais que le jour où la nourriture dans l'ancien appartement s'épuise, c'est là qu'il s'effondre complètement. Et les autres survivants affamés dans le complexe finira par jeter leur dévolu sur cet appartement qui est censé avoir des provisions. Je n'ai pas besoin de le faire moi-même. Je dois juste attendre patiemment et regarder les êtres consumés par leur propre cupidité et stupidité. Sur le flux de surveillance, le dernier peu de riz dans l'ancien appartement a été cuit en une bouillie aqueuse. Ma belle-mère regarde son petit-fils le dévorer, pendant qu'elle ne peut que lécher le bord du bol. Ma belle-sœur arrache le demi-bol de bouillie des mains de ma belle-mère, en jurant « Garde ça pour le gamin, vieille mégère ». Juste à ce moment-là, un grand coup sur la porte se fait entendre. Dehors se tiennent plusieurs hommes à l'air féroce. À leur tête se trouve l'entraîneur sportif du bâtiment voisin. Maintenant, il porte une hache d'incendie ensanglantée. « Ouvrez. On sait que vous avez fait des stocks avant. Dépêchez-vous de partager avec tout le monde. » Sa voix était dure et ne laissait aucune place à la discussion. Mon beau-frère est devenu pâle de peur. Tremblant, il a dit à travers le Judas, « On n'en a vraiment pas. » En réponse, des coups encore plus violents ont retenti. La serrure se plie. Elle est sur le point d'être forcée. Mon beau-frère craque et ouvre effectivement la porte. En pleurant, il supplie, « Chef, il n'y a vraiment plus de nourriture. Ils ont tout mangé. Si vous voulez en trouver, allez chez le propriétaire de cet appartement. » Mon frère et sa femme ont certainement beaucoup de réserves. Pour détourner leur colère, il n'a pas hésité à rejeter la faute sur nous. Ce groupe a fait irruption et a saccagé l'endroit. Naturellement, ils n'ont rien trouvé. Le chef était furieux. Il a frappé le manche de la hache sur l'épaule de mon beau-frère, le faisant hurler de douleur. Finalement, ils ont pris le misérable peu de riz et quelques objets de valeur, et sont partis en jurant. L'ancien appartement est tombé dans un silence de mort. Puis des accusations et des pleurs encore plus intenses ont éclaté. Pendant ce temps, le bâtiment 7, où nous sommes, commençait aussi à s'agiter. Tard dans la nuit, Antoine a utilisé la caméra infrarouge du drone et a repéré quelques silhouettes essayant de forcer une fenêtre du premier étage. Antoine et moi avons échangé un regard. J'ai secoué la tête légèrement. Nous ne sommes pas des sauveurs. Mais les choses ont mal tourné. Après avoir réussi, ils se sont faufilés vers notre immeuble. Ils ont repéré des signes de notre pillage. Nous avions nettoyé la plupart, mais quelques traces subsistaient. Le visage de maman a pâli. Je savais que c'était le test. Quand le premier type a commencé à forcer la porte du rez-de-chaussée, Antoine s'est tourné vers moi. Nous ne pouvons pas les laisser entrer. Une fois qu'ils auront goûté à ça, ils ramèneront toute une bande la prochaine fois. J'ai hoché la tête puis j'ai pointé le balcon. Il y a un drone relié à une enceinte Bluetooth et un petit sac de entrailles d'animaux ensanglantés dans un sac zip. Attire-les vers le bâtiment 2, ai-je chuchoté. C'est là que les zombies sont les plus nombreux. Pour la première fois, pour survivre, nous avons délibérément conduit des gens à leur mort. Après tout cela, personne dans la forteresse n'a dit un mot. Seul le bruit d'une respiration lourde. Le vieil appartement s'était transformé en un enfer vivant. Sur le moniteur, les yeux de mon beau-frère devenaient plus inquiétants. Il fixait sa femme et son fils pendant des heures. Il les regardait comme s'ils étaient de la nourriture. Ma belle-sœur semblait aussi le ressentir. Elle serrait son fils contre elle et se recroquevillait dans le coin, terrifiée. Ma belle-mère est devenue le souffre-douleur de la famille. Un jour, après une énième dispute, mon beau-frère a soudainement pété les plombs. Il a poussé sa mère fragile vers la porte. « Maman, il n'y a plus de nourriture à la maison. Tom meurt de faim, tu es sa grand-mère. Tu ne peux pas sortir en chercher ?» Sa voix était pure folie. Ma belle-mère s'est effondrée par terre regardant avec choc le fils qu'elle avait gâté depuis l'enfance. Ma belle-sœur s'est détournée sans un mot. Le petit-fils la regardait fixement et hurlait « Mamie, j'ai faim !» La lumière dans les yeux de ma belle-mère lentement s'est éteinte. Elle a arrêté de pleurer et de se plaindre. En tremblant, elle s'est levée et a ouvert la porte. Le couloir était vide, mais en bas, venaient des bruits de traînées faibles et glaçants et des grognements. Ma belle-mère s'est retournée pour un dernier regard vers la porte fermée. Aucun bruit ne venait de derrière cette porte. Elle s'est traînée vers les escaliers. Sa silhouette a disparu du moniteur. Mais bientôt, des pas pressés se rapprochèrent. Ma belle-mère fila devant, criant à l'aide, avec une poignée de zombies à ses trousses.
Théo, Léa et Tom étaient à l'intérieur, bloquant la porte. Peu importe combien ma belle-mère criait, ils n'ont jamais ouvert la porte. Il monta rapidement à l'étage. Mais dans sa panique, il trébucha et tomba. Les zombies derrière lui bondirent. Il tendit la main désespérément, appelant à l'aide. Mais alors il vit un éclair de notre vie passée, la scène où il poussa Antoine et moi dehors. Des cris lui transpercèrent les oreilles. Son visage devint vide. Ses mains retombèrent, molles. Des larmes coulèrent sur son visage. Il regarda ma belle-mère, trahie par la famille du fils cadet qu'elle avait toujours favorisé, être poussée dans un piège mortel. J'ai trouvé qu'il le méritait. C'était satisfaisant. Quelques jours plus tard, les zombies commencèrent à errer dans les couloirs. Le bâtiment autrefois sûr n'était plus sûr. Tout le monde marchait sur la pointe des pieds, plus prudent que jamais. Dans l'ancien appartement, Luc tremblait au bruit des grognements de zombies. Tom, terrifié, se cramponnait à sa mère. Ils plaquèrent leurs mains sur leur bouche, trop effrayés pour respirer. Antoine et moi les regardions lutter pour survivre. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié la surveillance. Le salon était vide. Puis j'ai entendu des disputes venant de la chambre. Puis des cris perçants éclatèrent dans la chambre. Antoine et moi échangeâmes un regard. Nous ressentions tous deux un mélange de pitié et de satisfaction. Dans l'apocalypse, les cœurs sont imprévisibles. Les cris et l'odeur du sang attirèrent bientôt les zombies à l'extérieur. Une vague de zombies s'abattit contre la porte. La lourde porte céda enfin. Les zombies suivirent la trace de sang et envahirent l'intérieur. En entendant les appels à l'aide via le moniteur et les cris paniqués des enfants, je n'ai pas pu regarder plus longtemps. Alors j'ai fermé l'application. Quand ma mère dans la forteresse l'a appris, elle a pleuré en silence. Pas pour cette méchante belle famille, mais pour jusqu'où l'humanité était tombée. Antoine m'a serré fort. Son corps tremblait. La montée de la vengeance n'est jamais venue. Au lieu de cela, je n'ai ressenti que de l'épuisement et un profond froid. Au même moment, le nombre de survivants dans le quartier a chuté, et les zombies qui rôdaient étaient devenus plus de 30. Principalement concentrés autour du bâtiment 3 et du bâtiment 5, parce que ces deux bâtiments avaient le plus de résidents et le plus de gens en vie. Notre bâtiment 7 était le plus éloigné. Pour l'instant, seulement 5 ou 6 zombies erraient en bas. À 7 heures du soir, le ciel était complètement noir, alors Antoine et moi sommes sortis sur le balcon et avons lancé un drone, avec un petit haut-parleur Bluetooth accroché à son ventre, que nous avions bricolé cet après-midi. Monte-le à fond, qu'est-ce qu'on joue? A demandé Antoine. Du heavy metal, ai-je pensé un instant, le plus fort possible. La musique a retenti. Le drone est sorti du balcon vers l'entrée du quartier, tandis que des riffs de guitare et des battements de batterie assourdissants déchiraient le ciel nocturne, et ça a marché instantanément. Tous les zombies, pas seulement dans le quartier, mais aussi dans les rues, ont commencé à se diriger vers le son. Ils n'ont pas de cervelle. Ils ne sont attirés que par le son et la lumière. Le drone a tourné dans les airs pendant 10 minutes, puis a lentement volé vers une route principale à l'extérieur du quartier, avec la horde de zombies qui le suivait. Ça a marché. A dit Antoine, excité. Mais à ce moment-là, quelque chose a mal tourné. Une flèche a jailli de l'obscurité, perçant précisément l'hélice du drone. Le drone a perdu l'équilibre. Il a vacillé et est tombé au sol. Il s'est écrasé à l'extérieur du mur de la résidence. Mon expression a changé. J'ai immédiatement lancé un autre drone. J'ai activé la vision nocturne. Sur l'écran, un homme en survêtement noir sortait par une fenêtre du bâtiment 5, il tenait un arc à poulie. Il a atterri agilement. Il a couru rapidement vers le drone écrasé. Il a ramassé le haut-parleur. Il a coupé la musique au jardin de la clairière, puis il a levé les yeux vers le bâtiment 7. Pour être précis, il regardait notre appartement, le 3 à 601. Avec la vision nocturne, je voyais clairement son visage. Il a articulé quelque chose vers la caméra. Il disait « Coopération ou hostilité ?» Cet homme, c'était Max. Ceci a été envoyé par son drone. Le mot portait son nom. Il était accompagné de son CV. Ancien soldat de reconnaissance, vit seul au bâtiment 5, appartement 902. Possède des armes et quelques provisions. Prêt à coopérer. On ne peut pas lui faire confiance. Mon père a été le premier à s'y opposer. Qui sait s'il essaie juste de soutirer des infos? Il veut voler nos provisions. Mais il connaît déjà notre position. Antoine était inquiet. S'il voulait nous nuire, il aurait pu attirer des zombies, ou s'allier avec d'autres pour attaquer. J'ai fixé le mot. Réfléchi. Finalement, j'ai pris une décision. On peut coopérer. Mais il y a des conditions. D'abord, échanger les listes de provisions, pour confirmer notre valeur mutuelle en tant que partenaire. Deuxièmement, échanger les coordonnées. Mais uniquement par talkie-walkie. Troisièmement, définir des zones d'activité. Interdiction d'approcher à moins de 100 mètres des domiciles respectifs sans autorisation. Antoine a envoyé les conditions par drone. Une demi-heure plus tard, la réponse est arrivée, d'accord. Aussi, un avertissement, il n'y a pas que nos deux groupes de survivants dans la résidence. Le bâtiment 3 abrite une famille de 5 personnes. Le bâtiment 6 a 2 jeunes couples. Et le gardien de sécurité Gilles et son neveu. Ils discutent de s'unir. Faire du porte pour réquisitionner des provisions. Mon père a renaclé. Réquisition, c'est du vol pur et simple. Sous couvert de « pour la communauté », ce sont vraiment des bandits. Gilles, je me rappelais le gardien toujours sympathique. Lui aussi est impliqué. Mon cœur s'est serré. Max a aussi dit, il prévoit de chercher à partir du bâtiment 1 et pense arriver au bâtiment 7 dans 3 jours.
Il a suggéré qu'on se prépare à l'avance. Soit se cacher, soit se battre. Où peut-on se cacher? L'espace des 2 appartements réunis est grand, mais s'ils sont déterminés à fouiller, on sera trouvé tôt ou tard. Alors on se bat. Nous avons 4 adultes, mais à part Max, ce sont tous des civils non entraînés. L'autre camp a au moins 10 personnes, et ils ont être des armes aussi. J'ai demandé à Max comment il voulait collaborer. Le drone a redécollé, et a rapporté un plan détaillé. Le plan de Max était simple, utiliser le bruit ou l'odeur du sang pour attirer les zombies chez eux. Si les zombies s'occupent d'eux, c'est parfait. Sinon, ça épuisera leur énergie et leurs munitions. Quand ils seront épuisés, on intervient et on les achève. C'est trop cruel. Le visage de ma mère a pâli. Ils ont d'abord essayé de nous voler. J'ai calmement analysé, si on n'agit pas, une fois qu'il s'allie, on est fichu. Mon père a écrasé sa cigarette et a essayé de convaincre ma mère. Je sais que tu as bon cœur, mais c'est l'apocalypse. C'est tuer ou être tué. Célia a raison. On ne peut pas attendre la mort. Finalement, ma mère a hoché la tête à contre-cœur. Accord conclu. Max se chargerait de la reconnaissance et de la planification, et ma famille s'occuperait de l'exécution. Pour l'instant, chacun gère ses propres provisions, mais si un camp avait un besoin urgent, l'autre pourrait échanger contre des biens équivalents. Première cible, Gilles, le gardien de l'immeuble. Selon les renseignements de Max, Gilles et son neveu vivent dans le bureau du syndic au bâtiment 2. Il y a une salle de surveillance là, bas, qui peut voir les images de toutes les caméras du complexe. Bien que la plupart des caméras soient déjà cassées, quelques-unes fonctionnent encore. Il faut d'abord éliminer cet œil. À 2h du matin, Antoine et moi sommes sortis sur le balcon et avons lancé le drone avec le petit haut-parleur. Cette fois, pas de musique. À la place, on a diffusé un pleur de bébé préenregistré. Le volume n'était pas fort, mais en pleine nuit, c'était très clair. Les zombies sont hypersensibles au son, surtout au bruit haute fréquence. Effectivement, quelques minutes plus tard, les zombies qui erraient dans le quartier ont commencé à se rassembler vers le son. Le drone a volé lentement vers le bâtiment 2 et a plané près des fenêtres du bureau du gérant, tandis que Max était aussi en mouvement. À l'aide d'un autre drone, il a largué plusieurs poches de sang à la base du bâtiment 2. Il les avait préparées cet après-midi avec du sang de porc périmé. L'odeur était forte, les zombies sont devenus complètement fous. Ils se sont massés autour du bâtiment 2, rugissant et frappant la porte d'entrée. Gilles et son neveu ont été réveillés et ont regardé par la fenêtre, morts de peur. Ils ont essayé de bloquer la porte, mais il était trop tard. La porte d'entrée était vieille et usée, et sous l'impact d'une douzaine de zombies, elle s'est rapidement déformée. Le grincement des gonds qui cèdent s'est fait entendre, suivi du rugissement des zombies envahissant le couloir. Des cris ont déchiré la nuit. À la radio, Max a calmement annoncé, cible éliminée. La salle de sécurité est vide maintenant. Après l'aube, les zombies perdraient leur cible et se disperseraient peu à peu. Ensuite, ils pourraient se rendre au bâtiment 2 et récupérer le disque dur de la salle de sécurité et tout ce qui est utile. À 4h du matin, tout était calme. Ma famille était assise dans le salon obscur. Personne ne parlait. Ils venaient de tuer indirectement 2 personnes. Certes, c'étaient des ennemis, et c'était de la légitime défense, mais ça faisait quand même très mal. Suis-je devenue une mauvaise personne? A demandé doucement ma mère. Maman, dans l'apocalypse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. J'ai pris la main de ma mère. Il n'y a que les vivants et les morts. Nous voulons juste survivre. Les jours suivants furent le calme avant la tempête. Les survivants de notre quartier semblaient sentir le danger. Ils n'osaient rien faire de précipité. Parfois, un drone passait, mais ils gardaient leur distance, comme s'ils se testaient mutuellement. Ma famille et Max restaient en contact étroit. Max est un partenaire très fiable. Il utilisait des drones pour explorer la zone le jour. La nuit, il observait les mouvements des zombies avec des jumelles infrarouges. Il rassemblait les infos chaque jour et les envoyait par drone. Chaque info arrivait tachée de sang. Nous ne pouvions pas baisser la garde. Les légumes sur la terrasse poussaient bien. Ils fournissaient une précieuse source de vitamines. Nous avons commencé à apprendre à utiliser des matériaux limités. Nous les utilisions pour fabriquer plus d'outils. Nous avons même essayé de purifier l'eau de pluie par simple distillation. Les compétences de survie étaient poussées à leur maximum par les crises quotidiennes. Avant même qu'on s'en rende compte, l'hiver était silencieusement arrivé. La première neige est tombée, recouvrant les saletés et débris dans les rues. La ville était ensevelie sous la neige. La température a chuté en dessous de 0. La blancheur recouvrait le sang versé, mais cela a apporté une nouvelle crise de survie. Le froid extrême a réduit l'efficacité de nos panneaux solaires. Nous n'osions pas utiliser le générateur diesel à la légère. Nous ne pouvions maintenir l'intérieur qu'à peine au-dessus de 0. Nous avons mis toutes les couches épaisses que nous avions. Nous nous sommes confinés dans la chambre principale la plus chaude. L'isolation de fortune en panneaux de mousse et couette aidait un peu. Mais nous gelions tous, les lèvres violettes. Le jardin de la terrasse soigneusement entretenu par ma mère a perdu la plupart de ses plants à cause du coup de froid. Seulement quelques légumes verts résistants au froid survivaient dans la serre en plastique. Pire encore, ma mère est tombée malade. Le froid constant et la malnutrition lui ont causé un gros rhume, qui a ensuite déclenché une bronchite. Elle toussait à en perdre les poumons. Ses joues étaient rouges de fièvre.
Les antibiotiques que nous avions n'aidaient pas beaucoup. Elle avait besoin de médicaments plus forts, être même d'oxygène. Au moment où nous étions à bout de nerfs, Max, qui restait en contact limité via le drone, a envoyé un autre message. Sous le drone de Max pendait un petit sac. À l'intérieur, il y avait plusieurs boîtes d'antibiotiques de haute qualité et une petite bouteille de sirop contre la toux. Il y avait aussi un mot. En échange, j'ai besoin de sel et de comprimés de vitamines. L'échange a réussi. Cela a soulagé l'état de ma maman. Max a aussi partagé ce qu'il observait autour d'eux avec ses jumelles. Les zombies se déplaçaient beaucoup plus lentement par basse température, mais ils n'étaient pas gelés. Plus loin, il y avait des traces d'activité de véhicules inconnus. À l'ouest de la ville, il semblait y avoir des lueurs de feu et de faibles bruits d'explosion. La situation était floue. Le rue d'hiver semblait figer le temps et avait temporairement gelé les meurtres. Mais nous savions tous que sous ce calme se cachait un désespoir plus profond. La glace et la neige ont commencé à fondre, apportant enfin un peu de chaleur, mais aussi de nouveaux dangers. Ce jour-là, j'étais à l'étage en train d'arroser les légumes, quand j'ai soudain entendu des coups de klaxon. Je me suis accroupie rapidement, et j'ai observé tranquillement les alentours. En regardant depuis le toit, j'ai vu un groupe de personnes arriver en jeep en bas, portant des uniformes militaires. Ils étaient dehors à crier dans un mégaphone, disant à tout le monde qu'ils venaient de l'armée et exhortant les survivants à descendre rapidement, disant qu'ils emmèneraient tout le monde dans une zone sûre. Je suis rentrée précipitamment. Quand papa et maman ont entendu la bonne nouvelle, leurs visages se sont illuminés de surprise. Ils étaient sur le point d'ouvrir les rideaux. Quand j'ai foncé et les ai arrêtés, en pointant du doigt le groupe en bas, j'ai regardé papa et maman sérieusement. Ils ne pouvaient pas être de l'armée. Je regarde à travers les jumelles une douzaine de types en uniforme militaire tenant des armes à feu, mais leur posture est étrange et pas du tout celle de vrais soldats. Je passe les jumelles à papa et maman, et dès qu'ils voient ça, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir peur. Antoine et moi échangeons un regard, sachant que ces types sont des ennuis. J'espère juste que les autres survivants du quartier ne sont pas aussi imprudents. Nous écartons le rideau d'un tout petit peu pour regarder, et au bout d'un moment, en pensant que personne ne descendrait, je vois quand même quelques personnes descendre avec des sacs à dos. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir triste, car peut-être qu'ils savent que ces types ne sont pas du gouvernement, mais depuis l'épidémie, leurs maisons sont sans nourriture depuis des lustres, donc pris entre le marteau et l'enclume, ils n'ont d'autre choix que de tenter le coup. Il y a aussi quelques personnes âgées avec de jeunes enfants qui sortent lentement du bâtiment, et peut-être ces vieux pensent vraiment qu'ils sont du gouvernement et que c'est leur seul espoir. Je regarde ces imposteurs arracher brutalement les provisions de tout le monde et forcer les femmes et les hommes valides à monter dans le camion, laissant les personnes âgées et les enfants derrière. La foule devient instantanément agitée tandis que les désespérés entourent les imposteurs, leur bloquant le passage, mais après qu'un seul coup de feu retentit. Une silhouette s'effondre dans une mare de sang, en voyant les armes à feu, la foule se tait, et voyant que personne n'ose résister, ils sortent un autre sac du camion, installant bientôt un grand chaudron et se mettent à cuisiner là, par terre. L'un d'eux traîne quelques femmes hors du camion et commence à les palper, les mains partout, et en voyant ça, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Je pose les jumelles, incapable de regarder plus longtemps. Dans l'après-midi, en les regardant se débarrasser des corps et pointer les immeubles en parlant, je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Et effectivement, ils commencent à fouiller les immeubles. Les pillards ont traversé les étages rapidement. En moins d'une semaine, ils sont arrivés à notre immeuble. Ils étaient sacrément efficaces. Ils cassaient les portes, fouillaient et pillaient. Si quelqu'un résistait, ils tiraient. On entendait des cris et des bagarres en bas. Ça se rapprochait. J'avais le cœur au bord des lèvres. Grâce à l'audio du drone, j'ai entendu l'homme tatoué qui commandait jurer. Quelle résidence pourrie. Ce butin ne suffit pas. Quelle perte d'énergie. Certains dans la résidence ont commencé à les rejoindre. Un homme d'âge moyen, tout voûté, faisait de la lèche à l'homme tatoué. L'homme d'âge moyen leur a dit que c'était une nouvelle résidence, avec un faible taux d'occupation. Les étages supérieurs étaient tous inoccupés. Une famille devait emménager, mais ils ne sont jamais venus, donc leur appartement était complètement vide. Il a dit qu'ils devraient juste fouiller les immeubles d'en face. L'homme tatoué a craché par terre, et lui a donné un coup de pied, en l'insultant de ne pas avoir parlé plus tôt. L'homme d'âge moyen n'osait pas se lever, toujours allongé par terre, et en tremblant, il a dit qu'il l'avait dit à Vincent. Vincent a dit que personne n'est épargné. Vincent s'est avancé quand on l'a appelé. Il a dit qu'il faisait attention, au cas où ils auraient raté quelque chose. Il ne savait pas si le gars disait la vérité, donc il n'osait pas le dire à l'homme tatoué. Vincent a fixé l'homme d'âge moyen par terre. Il a dit à tout le monde de fouiller à leur rythme désormais. L'homme d'âge moyen a jeté un coup d'œil à l'étage, et a demandé à l'homme tatoué s'il devait encore fouiller ici. On cherche plus, y a rien. Y a rien du tout. Voyant qu'il se faisait tard, le groupe est retourné à son camp. Antoine et moi étions trempés jusqu'aux os. Nous étions tous les deux soulagés d'en être sortis de justesse. Mais nous n'avons pas baissé la garde. Le lendemain, ils se sont dirigés droit vers un autre immeuble. On dirait qu'ils avaient abandonné le nôtre. Après tout, notre immeuble n'avait qu'une douzaine de foyers, éparpillés un peu partout. Et l'homme d'âge moyen était le gérant immobilier de l'immeuble.
Antoine a lancé le drone avec précaution, les regardant se diriger vers les autres immeubles. Le personnel immobilier a pointé cet immeuble. Grâce au gérant immobilier qui connaissait la résidence comme sa poche, leur vitesse de recherche a augmenté. J'étais morte d'inquiétude pour les gens de cet immeuble. À travers le drone, j'entendais des bruits de combat par moments. On dirait qu'ils ont encore réussi. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. Antoine, maman, papa et moi nous sommes réunis pour discuter de la marche à suivre. Même s'ils ne venaient pas dans notre immeuble, nous ne pouvions pas les laisser rester ici plus longtemps. Le mieux était de les chasser. Le lendemain, pour une raison insensée, ils sont revenus dans notre immeuble. L'homme tatoué qui les menait a caressé sa barbe. Il avait l'impression persistante que quelqu'un était dans cet immeuble. Les autres ont dû suivre les ordres et vérifier les étages supérieurs. Personne au 33. Personne au 34. Jusqu'à ce qu'ils se dirigent vers l'escalier de secours du 35e étage. Les pas se sont arrêtés devant la porte de l'escalier de secours du 34e. Là, nous avions installé des barricades, une grille en fer soudé et des piles de briques, braque. Le type qu'ils appelaient patron leur a aboyé de forcer l'ouverture. Il pourrait y avoir du bon matériel là, oh. En voyant leurs actions, nous avions la gorge nouée. Nous n'avions jamais pensé que ce jour arriverait. J'ai rapidement dit à Antoine d'utiliser le drone pour repérer les zombies. Ils avaient déjà nettoyé la zone près du quartier. Pas un seul zombie. En regardant les rues vides, j'ai dit à Antoine de faire voler le drone plus loin cette fois. J'avais mes règles. Alors maman et moi avons rapidement décongelé le poulet que nous avions préparé plus tôt. Et les avons accrochés ensemble. J'ai utilisé le drone pour voler bas autour, attirant les zombies. À ce moment-là, le drone de Max est également apparu derrière nous. Un petit haut-parleur sous son ventre a commencé à émettre une sirène stridente et perçante. Au même moment, le drone a lâché quelques petites poches de sang. La forte odeur de sang a finalement attiré un groupe de zombies. Les deux drones ont volé l'un après l'autre vers les zombies. Les zombies attirés se sont lentement traînés vers le quartier. Les hommes laissés en bas pour monter la garde se sont approchés d'une femme. La femme a vu les zombies se rapprocher derrière eux. Mon cœur s'est serré. J'avais peur que la femme n'alerte ces hommes en criant, mais je ne pouvais pas supporter de la voir déchiquetée. Mais contre toute attente, les yeux de la femme arboraient un sourire de soulagement. L'homme sur elle n'a pas eu le temps de réagir avant qu'un zombie n'enfonce ses dents dans sa gorge. L'autre homme a poussé la femme à côté de lui vers le zombie et a rapidement couru à l'étage. La femme a saisi fermement le bras de l'homme et a sorti un éclat caché. Elle a tailladé l'homme qui la tenait, puis elle a étalé le sang sur lui. Alors qu'elle criait « Si on meurt ensemble », le sang a poussé les zombies à se jeter sur lui. Ils ont mordu son bras. L'homme a lutté pour se libérer des zombies et a titubé à l'étage, en serrant sa blessure. J'ai regardé cette scène à travers le drone, espérant qu'il tiendrait assez longtemps et qu'après avoir été infecté, il emporterait ces salauds avec lui. Les hommes armés de haches en bas avaient déjà atteint le 35 étage. Ils ont balancé leurs haches, et les portes verrouillées ont été immédiatement défoncées. Puis ils se sont dirigés droit vers le 36 étage. À l'intérieur, papa tenait une pelle tactique. Antoine tenait une tronçonneuse, regardant les images du drone. Je tenais aussi une barre de fer, prête à l'action. Maman était dans la cuisine, faisant bouillir de l'huile moteur. Ça collerait à la peau. Même s'ils ne meurent pas, ça leur arrachera la peau. L'homme infecté était déjà monté au 26 étage. Son visage était pâle. Il a remis sa chemise en place, couvrant la blessure sur sa main. Les quelques personnes dans l'escalier de secours frappaient toujours fort sur le mur de briques. Heureusement, le mur de briques, sec depuis des mois, était aussi solide qu'une forteresse. Ces gens essayaient encore de traverser le mur. En bas, l'homme infecté, sur des jambes tremblantes, titubait vers eux. L'homme tatoué regardait l'homme infecté s'approcher. Son expression était hostile. L'homme infecté pointa derrière lui, essayant de dire quelque chose, mais son corps commença soudain à convulser. C'était extrêmement étrange. Les autres remarquèrent immédiatement la blessure sur sa main. La peur se lisait sur leur visage. Bientôt, les grognements des zombies vinrent de derrière. L'homme tatoué balança son couteau, abattant l'homme infecté. Regardant le groupe stupéfait, il jura « Qu'est-ce que vous attendez? Prenez vos armes ». L'homme tatoué a tué zombie après zombie qui essayait de monter. Il cria à l'homme en rouge avec le sac d'ouvrir la porte, et l'homme en rouge s'apprêtait à l'ouvrir avec un outil. Nous observions chacun de leurs mouvements avec attention. Nous avions le cœur dans la gorge. S'ils parvenaient à entrer, notre famille serait sûrement en grave danger. Heureusement, les zombies ont été plus rapides. Les zombies derrière ont attrapé le poignet de l'homme tatoué épuisé et l'ont mordu violemment. Ses soi-disant frères étaient déjà terrifiés. Certains ont essayé de descendre en courant, mais les zombies ne connaissaient pas la peur et sont montés en masse sans se lasser. Une réaction en chaîne a éclaté instantanément. Des cris de terreur et des jurons désespérés résonnaient et se heurtaient dans la cage d'escalier. Du drone provenaient des cris aigus et inhumains. Aucun de ces gens n'a survécu. Après des jours d'anxiété, nous nous sommes enfin détendus. Après la tragédie au 35 étage, à part nous et Max, il ne semblait y avoir aucun autre survivant. Les zombies, manquant de proies fraîches et de nourriture, se sont peu à peu dispersés des jardins de la clairière. Le deuxième nouvelle en après l'apocalypse, nous avons sauté une grande assiette de viande séchée, une assiette de légumes verts et des pousses de soja sautés.
Ma mère a aussi préparé une farce aux légumes verts et à la viande séchée, et a fait des raviolis. Nous avons levé nos verres pour fêter la nouvelle année et célébrer que nous étions encore en vie. Pendant que nous mangions, un fort signal lumineux est soudain venu de Max dehors, nous avons entendu une émission radio et confirmé qu'il s'agissait d'une fréquence militaire. Il diffusait les coordonnées de la zone sécurisée et les coordonnées de contact. C'est dans les montagnes à environ 193 km à l'est. Cette nouvelle a été comme un coup de tonnerre, brisant notre vie stagnante. La nation a vraiment établi une place forte sécurisée dans la zone de sécurité, l'espoir, pour la première fois, était si tangible devant nous. Mais avec lui est venu un débat intense et une profonde anxiété. Mon père était fermement opposé au départ. C'est 193 km. Et c'est l'apocalypse maintenant. Qu'y a-t-il là, bas? Des hordes de zombies, des pillards, des routes coupées, des véhicules en panne. Comment sommes-nous censés voyager? Nous avons mis tant d'efforts à construire cette forteresse. Sortir, c'est du suicide. Antoine était plutôt enclin à prendre le risque. Il pensait que rester ici, c'était juste attendre que la nourriture s'épuise, que l'équipement tombe en panne, et si une maladie éclate, nous n'aurions aucune aide extérieure. Puisque la nation a pu établir une zone sécurisée, il pourrait y avoir des points de soutien en chemin, c'est la seule chance. Ma mère m'a regardé, avec une expression compliquée, et a dit qu'elle suivrait ma décision. Toute la pression est retombée sur mes épaules. Je suis revenue après ma renaissance, j'ai construit cette forteresse avec ma connaissance préalable, et j'ai aidé ma famille à survivre aux moments les plus chaotiques. Mais dans ma vie antérieure, je suis morte trop tôt. Ce qui se passe ensuite, je ne le sais pas non plus. Finalement, j'ai pris la décision, nous partons. Papa est resté silencieux longtemps. Enfin, il a soupiré. Il a commencé à vérifier son équipement en silence. Maman, cependant, a commencé à emballer frénétiquement des médicaments et des rations alimentaires concentrées. Antoine m'a serré fort. Il a commencé à planifier les modifications de véhicules et la distribution d'armes. Grâce au drone, nous avons conclu un accord final avec Max. Il voyagerait dans la même voiture que nous. Il fournirait un véhicule tout-terrain modifié, servirait de conducteur principal et d'escorte de combat, et fournirait des rations alimentaires concentrées suffisantes pour au moins un mois, une grande quantité de médicaments, et du carburant supplémentaire. Toutes les décisions pendant le voyage doivent être négociées entre les deux parties. Le butin serait distribué en fonction de la contribution. Au cours des jours suivants, nous sommes entrés dans un état de préparation différent. Nous avons trié les fournitures à emporter, nourriture à haute teneur calorique, médicaments, armes, outils, une petite quantité de graines précieuses, et scellé secrètement la plupart des aliments volumineux et de l'eau dans le compartiment le plus caché de la forteresse. En cas d'échec, il pourrait encore y avoir un moyen de revenir. La route hors de la ville était plus difficile que prévu. La route principale était complètement bloquée par des voitures accidentées, des panneaux d'affichage tombés et des débris. Nous devions souvent faire des détours par des routes secondaires. Max était un conducteur incroyable, repérant toujours les barrages routiers tôt et trouvant des passages. Antoine et moi gardions les flancs et l'arrière, tandis que mes parents surveillaient attentivement la route devant. Bientôt, à un embranchement, nous avons rencontré un barrage routier artificiel. Max a immédiatement arrêté la voiture. Il nous a fait signe de nous taire. Il a observé longtemps avec des jumelles. Il y a du mouvement derrière le barrage. Des gens, plus d'un, peut être une embuscade. Nous avons essayé de reculer doucement et de contourner, mais il nous avait visiblement repérés. Une personne avec une arme rudimentaire s'est levée de derrière le barrage, en agitant les bras. Impossible de dire si c'était un avertissement ou un appel à l'aide. Nous avons arrêté la voiture à une distance sûre. Max a utilisé un mégaphone pour appeler, déclarant que nous étions juste de passage, sans intention de conflit, et prêts à échanger un peu de nourriture pour un passage sécurisé. L'autre côté est resté silencieux un moment. Un homme d'âge moyen, jaunâtre et maigre, s'est lentement avancé de derrière le barrage. Ses yeux étaient remplis de supplications. L'homme prétendait être un survivant d'un village voisin. Ils étaient en piteux état. Il espérait échanger des médicaments avec nous. Nous avons accepté. L'homme, la main osseuse, a pris le paquet de médicaments que nous lui avons tendu, et une seconde, j'ai vu une vraie gratitude dans ses yeux. Mais alors que Max s'apprêtait à démarrer la voiture et à partir, tout a dérapé. Plusieurs personnes armées de gourdins et de couperets ont soudain surgi à proximité, encerclant rapidement notre voiture. Mon cœur a sombré. Nous sommes tombés dans le piège, mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'était la silhouette qui sortait lentement de derrière la foule. Il n'était que peau et os, le visage couvert de crasse, les vêtements en lambeaux, mais je l'ai tout de suite reconnu. Théo, le frère d'Antoine. Mon beau-frère. Il était vivant finalement. Théo a croisé notre regard, ses yeux brûlants de haine venimeuse. Son regard a d'abord balayé le visage d'Antoine, puis s'est fixé sur moi. Antoine, Célia, alors je suis toujours vivant, hein? Déçu? J'ai regardé Antoine à côté de moi. Ses jointures étaient blanches comme de la craie. Il a dégluti avec difficulté. Mais il est resté silencieux. Théo s'est soudain retourné et a crié aux survivants affamés. Mon propre frère et sa femme. Ont accumulé Dieu sait combien avant tout ça. Ma mère et ma femme. Les enfants tous morts parce qu'ils n'ont pas levé le petit doigt. Aliments énergétiques. Aliments énergétiques. Aliments énergétiques.
Ils ont des médicaments et de tout, la nourriture dans leur énergétique. voiture. Tout, les paroles de Théo ont mis le feu en eux. Ils ont crié et ont commencé à pousser et à frapper la voiture plus fort, essayant de trouver un moyen d'entrer. Dieu merci, la voiture de Max était construite comme un char. Treillis métalliques soudés, plaques d'acier renforcées, pneus tout-terrain spéciaux, les a tenus à distance, pour l'instant. Mais nous étions complètement piégés. Impossible de bouger d'un pouce. Juste à ce moment-là, une lueur meurtrière dans les yeux de Théo, il a soudain sorti de son manteau une bouteille en plastique avec un chiffon enfoncé dans le goulot, un complice à côté de lui a sorti un briquet. Il a allumé le chiffon. Théo a poussé un rire rauque, le bras levé haut, le cocktail Molotov pointé droit sur notre pare-brise. Laissez la voiture et tout ce qu'il y a dedans, ou personne ne s'en sortira. Notre voiture est complètement encerclée. Théo tient un cocktail Molotov de fortune en l'air, debout à seulement 10 mètres devant notre voiture. Derrière lui, il y a 7 ou 8 survivants excités au visage féroce. Je serre les poings, mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. C'est ma décision qui conduit notre famille dans cette impasse. Dans le rétroviseur, je vois les visages pâles de mes parents et les sourcils froncés d'Antoine. Je leur murmure, je suis désolée. Ma voix tremble de manière incontrôlable. La main de ma mère arrive de la banquette arrière et se pose doucement sur mon épaule. Antoine prend ma main dans la sienne. Il dit que ce n'est pas ma faute, en me réconfortant. Nous sommes une famille. Nous affronterons tout ensemble. Ces mots apaisent mon esprit presque brisé. Je m'oblige à observer. Parmi le groupe à l'extérieur de la voiture, cet homme d'âge moyen au teint jaune et émacié se cache toujours à l'arrière. Ses yeux vacillent. Je prends une profonde inspiration. J'entrouvre la fenêtre. Je ne supplie pas. Au contraire, j'élève la voix, en jetant un coup d'œil au cocktail Molotov dans sa main. Veux-tu vraiment que nous mourions tous ensemble? La flamme crépite dans la main de Théo, éclairant le sourire tordu sur ses lèvres. Je continue de crier que le pays a mis en place des zones sécurisées. La victoire arrive bientôt. Ne veux-tu pas vivre pour y arriver? La foule montre le premier signe d'hésitation. Quelqu'un abaisse la pierre levée. Théo ne s'attend manifestement pas à ce que tout le monde soit influencé. Les muscles de son visage tressaillent. Il essaie de reprendre le contrôle. Et alors qu'il se tourne nerveusement, au moment où son cou est exposé dans la lumière tamisée de la voiture, je vois sur cette parcelle de peau un réseau bleu-noir qui s'étend, formant une toile d'araignée de veines saillantes. Théo essaie de continuer à inciter ses gens. Ou peut-être qu'ils s'empareront d'abord de nos provisions. Mes mots ont tout de suite enflammé la foule. Tous les regards se sont tournés vers Théo. Je sentais le corps d'Antoine se tendre à côté de moi, et entendre mes parents haleter à l'arrière. Je savais que je devais battre le fer tant qu'il était chaud. Tout de suite, j'ai souligné les défauts flagrants dans l'histoire de Théo. Je l'ai vu sur les images de surveillance. Je l'ai vu se faire plaquer et mordre par des zombies. Pourtant, le voilà debout, pas une égratignure. C'est ce qui rend ça si suspect. Le visage de Théo s'est déformé à la lueur du feu. Il a vite levé la main comme pour couvrir son cou. En même temps, il s'est rapidement défendu, essayant de minimiser avec de faibles excuses comme il avait juste eu de la chance ou une forte volonté de survivre. Je ne l'ai pas laissé raconter ses mensonges. J'ai pointé le côté de son cou et leur ai dit de voir par eux-mêmes. La foule est devenue agitée. Le gars qui se cachait au fond, cet homme émacié, au teint jaune, s'est avancé en tremblant de quelques pas et s'est penché pour regarder le cou de Théo. La seconde d'après, son visage est devenu blanc comme un linge. Ses jambes ont lâché et il s'est effondré par terre. Il a pointé le cou de mon beau-frère, les lèvres tremblantes, incapable de prononcer un mot. Sa réaction était toute la preuve dont nous avions besoin. La foule a explosé, le cercle serré s'est instantanément élargi vers l'extérieur. Chaque visage montrait une pure terreur et incrédulité. Démasqué, Théo a arrêté de cacher son cou. Au lieu de ça, dans une posture bizarre, il a lentement tordu son cou. Les os ont craqué bruyamment. Son corps a commencé à gonfler anormalement, comme si on l'avait gonflé. Les lignes vert foncé, noires sous sa peau ont soudainement brillé et ondulé. Ce n'est pas comme la décomposition d'un zombie normal. Mon mari a marmonné, sa voix pleine de confusion et d'horreur. Puis, la voix de Max, qui observait calmement, est venue du siège conducteur. Il a rapidement évalué, il n'est pas entièrement zombifié. Plutôt, c'est une mutation rare due à la morsure. Théo n'est maintenant ni humain ni zombie. La foule crie et se disperse. Et Théo, complètement transformé, bondit d'abord sur la première pauvre âme. Les cris résonnent dans les oreilles de tous. Max réagit instantanément. Il arrache le volant. Le véhicule tout-terrain rugit. Il percute violemment Théo. Incroyablement, le craquement attendu du métal sur l'os ne vient pas. À la place, l'avant robuste reçoit un bosselage visible. Et Théo titube seulement de quelques pas, secoue la tête et retrouve son équilibre. Pire, il nous a ciblés, moi et Antoine. Il vient de notre côté. Sous ses coups et ses efforts, le treillis métallique de la fenêtre commence à émettre un bruit strident. Les joints commencent à se déformer. La voix urgente de Max vient du siège conducteur, nous criant de viser sa tête. J'attrape l'arc à poulie et encoche une flèche. Mais ma main tremble comme une feuille. Il faut viser la tête. Mais Théo semble avoir appris. Il n'expose plus son point faible. Au lieu de ça, il se colle au véhicule, utilisant le châssis comme couverture. Les veines du front d'Antoine saillent. Il lutte pour retenir le treillis qui s'effondre. À ce moment-là,
Théo arrête soudain d'attaquer la fenêtre et fonce vers l'arrière du véhicule. Il vise la serrure du coffre. Il veut ouvrir le coffre ou faire sauter le réservoir. C'est là que se trouvent la plupart de nos provisions et le carburant de réserve. Il faut l'arrêter. Max le voit dans le rétroviseur. Il freine immédiatement. Mais Théo est trop rapide et sa force est dingue. D'un seul coup de paume, la serrure renforcée du coffre est défoncée. Je vise Ricardo courbé et sa tête depuis la fenêtre. Mais l'angle est pourri et le camion tremble trop. Un autre bruit fort. La serrure du coffre est complètement détruite. Le couvercle s'entrouvre. Théo sourit méchamment et attrape le haillon pour le soulever. À cet instant, l'homme d'âge moyen qui se cachait dans le fossé ramassa une pierre par terre, rugit et la fracassa à l'arrière de la tête de Théo, et alors que la pierre frappait Théo en plein, il tituba, s'immobilisa un instant, se retourna brusquement, avec un regard mauvais se verrouillant instantanément sur l'homme d'âge moyen terrifié, hurlant de rage et arrêtant momentanément son attaque sur le coffre pour se tourner et foncer sur l'homme, tandis que sa brève pause et distraction nous ont donné une chance, alors que Max et Antoine saisirent cette fenêtre éphémère et ouvrirent les portières simultanément. Chérie, prépare-toi à lui tirer dessus de face. Antoine m'a crié dessus. Puis lui et Max, qui serraient une baïonnette militaire, l'encadrèrent des deux côtés, formant une attaque en tenaille. J'avais déjà mordu mes lèvres jusqu'à ce qu'elles blanchissent. Je levai la main, pointant la lame vers le visage tordu et fou de Théo, alors que Théo remarqua Max et Antoine l'encerclant et me sentit le viser. Mais avant que l'encerclement ne se referme, à une vitesse encore plus grande, il chargea la vitre passager où j'étais, s'y écrasant violemment, et le treillis métallique sur la vitre, sous les coups répétés et cet impact de pleine force, émit un grincement tendu, perçant, de rupture, car sa cible était toujours moi. Théo n'arrêtait pas de cogner contre la vitre de la voiture. Les derniers fils qui retenaient la vitre ont finalement cédé. Théo s'est redressé, mais il n'a pas attaqué tout de suite. Au lieu de ça, il s'est approché lentement de moi. Antoine m'a repoussé violemment. Il a fait un pas en avant. Il s'est placé complètement devant moi. Son dos était raide comme une barre. Il serrait une courte barre de fer qu'il avait sortie de sous le siège. Ses jointures étaient blanches. De la gorge de Théo est sorti un bruit ressemblant à un ricanement. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à Antoine. Ce doigt noir et tordu a passé par-dessus l'épaule de mon mari et a pointé droit sur mon visage. Ce doigt allait presque me toucher. Soudain, des coups de feu et des explosions ont retenti. Théo s'est figé en plein mouvement. Son doigt pointé s'est arrêté en l'air. Puis deux véhicules tout-terrain militaires camouflage ont roulé vers nous et se sont arrêtés net au bord du chaos. Avant même qu'ils ne s'arrêtent, plusieurs soldats lourdement armés ont sauté avec des mouvements précis et nets. Théo a été stupéfié par ce retournement de situation. Il s'est figé un instant. Quelques tirs précis ont touché des parties non vitales du membre muté de Théo. Il a perdu l'équilibre, a trébuché et est tombé à genoux. Les soldats ont travaillé en parfaite synchronisation. Plusieurs d'entre eux se sont élancés. À l'aide de sangles de contention avec boucle en alliage haute résistance, ils ont ligoté Théo solidement de la tête aux pieds. Un homme portant un insigne de capitaine s'est avancé et nous a dit que la crise était terminée. Ils étaient l'équipe de secours d'urgence nationale Nugrecept. Le capitaine nous a dit, le pays avait développé un sérum anti-zombie. Ils acheminent des fournitures en urgence depuis quelques jours et lancent progressivement des opérations de sauvetage. Nous avons regardé Théo après qu'il a été injecté avec un sédatif puissant. Le capitaine a dit qu'il soupçonnait Théo d'être un variant zombie de grande valeur pour la recherche. Il devait l'emmener pour l'étudier. Une fois que l'équipe de secours a confirmé que notre famille n'avait ni infection ni blessure, ils nous ont donné à chacun un vaccin anti-zombie. Théo tremblait encore, inconscient, et ils l'ont soulevé avec précaution pour le mettre dans le véhicule de transport spécialisé. J'ai regardé dans cette direction, le cœur mélangé. La main de mon mari a recouvert la mienne. Son regard ne s'est même pas attardé sur le véhicule de transport. Nous avons poliment décliné la proposition de l'équipe de secours d'aller à l'abri centralisé. Nous avons donc décidé de rentrer à la maison. Le chemin du retour ne ressemblait en rien à celui que nous avions pris en fuyant. Sur la route endommagée, nous voyions souvent des véhicules de secours passer. De temps en temps, on entendait le bruit d'un hélicoptère au-dessus, signe de largage de fournitures ou de transfert de personnel. En passant devant un point de rassemblement temporaire, nous avons vu des visages fatigués mais pleins d'espoir. De nos réserves déjà limitées, maman a discrètement sorti quelques bouteilles d'eau et des paquets de crackers. J'ai baissé la vitre et je les ai distribués. La gratitude a immédiatement brillé dans leurs yeux. 2 semaines plus tard, le pays a enfin annoncé que la menace des zombies avait complètement disparu de nos frontières. La dernière source d'infection avait été éteinte tôt ce matin-là. Beaucoup de gens ont ouvert leurs fenêtres et sont sortis sur leurs balcons. Après un moment de silence, une vague de pleurs et de rires longtemps contenus a éclaté. Notre famille de 4, se soutenant mutuellement, est sortie une fois de plus de cet immeuble semblable à une prison. Max nous faisait signe au loin. Nos 2 familles se sont souris à travers la foule. Déblayer les décombres, réparer les infrastructures, relancer la production. La radio a commencé à appeler les gens valides à aider à la reconstruction. Sans trop hésiter, nous nous sommes tous inscrits. Mon père a repris son ancien métier d'électricien. Ma mère aidait à distribuer les fournitures au poste médical temporaire. Antoine et moi avons rejoint l'équipe de nettoyage communautaire.
Une nouvelle vie allait commencer, et nous n'étions enfin plus en fuite pour survivre, mais pour l'avenir, construisant notre maison pas à pas.